Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'avait pas encore, en ces temps de grâce 2019, cédé à l'un de ses plaisirs pas coupables du tout, celui de sortir de son format habituel pour une belle et luxuriante émission spéciale. Et comme la saison est à la boxe, avec la sortie très commentée de Creed 2, dont on a dit tout le mal qu'on en pensait dans une émission précédente, nous n'avons pas eu à chercher bien loin pour trouver une thématique afin de nous occuper durant l'heure qui suit, puisqu'on va remonter le fil de la saga Rocky, la vraie, la seule, l'unique, avec 3 et peut-être bientôt 4 poids lourds de la critique. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. David Honora, salut David. Poids coq pour moi, je Poids crois. coq, voilà, peut-être semi-welter, je sais plus comment on dit. Stéphane Moïsakis, bonjour. Salut Stéphane. Thomas. C'est nos ciné spécial Rocky et c'est parti. Oui, on était un peu contractuellement obligé de mettre l'œil du tigre, hein. Ça va avec Rocky, la saga, si on s'en tient au film canonique et si on exclut donc la tentative de spin-off qu'est Creed. C'est donc 30 ans de longévité cinématographique avec 2 balises essentielles à chaque bout. 1976 le premier, 2006 Rocky Balboa. Je propose qu'on fasse simplement et qu'on démarre avec le premier, messieurs. D'où est-ce qu'il vient ce personnage de Rocky ? Est-ce que quelqu'un peut me le raconter ? Stéphane, par hasard. Je te regarde avec des yeux énamourés. Il vient du plus profond de Sylvester Stallone dans l'absolu et notamment la fameuse anecdote, hein, comme quoi il avait vu un match de boxe un soir où l'outsider Chuck Wepner avait tenu je crois 13 ou 14 rounds. Alors je sais pas, c'est là où notre ami Jimmy Batista nous manque. Voilà, il a tenu les 15 alors qu'il n'était pas du tout donné gagnant et d'ailleurs il n'a pas gagné à la fin contre Mohamed Ali et ça a inspiré en fait ça a remué quelque chose au plus profond de Stallone en fait, qui lui-même se sentait comme un outsider dans l'industrie du cinéma parce qu'il n'arrivait pas du tout à percer à ce moment-là. Il avait fait quelques petites panouilles ici et là, quelques seconds rôles, même un petit porno soft. Tout à fait. Donc voilà. Les talons italiens. Les talons italiens. Enfin ça s'est rappelé. Ça a été appelé les talons italiens bien après. Voilà. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Et du coup il s'est dit tiens je vais écrire frénétiquement il est parti écrire pendant 3 jours dans sa cuisine en fait l'histoire de Rocky qui a beaucoup de points communs avec ce qu'on connaît à l'arrivée, mais qui était déjà beaucoup plus violent, beaucoup plus gritty quoi. Ouais, c'est-à-dire que par exemple, sombre. Voilà, c'est-à-dire que dans Rocky par exemple, le personnage de Rocky c'est un type qui travaille pour un usurier, et donc il va tabasser des mecs pour récupérer collecter des dettes. C'était plus violent que ça par exemple dans son scénar. Je crois qu'à la fin, si je dis pas de bêtises, il mourait. Enfin, il y avait tout un espèce de truc comme ça. C'était plus noir, plus sombre. C'était beaucoup plus sombre. Et en fait, quand Stallone est parti proposer ce projet à droite à gauche, notamment, je crois que c'était un casting. En fait, c'est pointé un casting. Alors, je sais plus c'est quoi le film en question. Et les types lui ont dit comme d'habitude, lui ont dit ce sera pas pour toi. Ça sera pas pour toi. Il s'est retourné, il leur a dit mais au fait, j'écris. Donc les mecs se sont dit voilà, ok, tu nous enverras ce que t'as fait. Et en fait c'était les producteurs, il y avait un Chartoff et j'ai oublié son nom. Irwin Winkler et Robert Chartoff, merci. Et en gros, ils ont effectivement kiffé le scénario et ils voulaient lui acheter contre une somme assez coquette. À l'époque, il faut savoir que Stallone était très très pauvre. Et il a même, en fait, l'anecdote veut qu'il y a son chien en fait qui est dans le film, qui s'appelle Butkus là dans le film. Ouais. C'est son chien à lui. Et en fait, il l'avait vendu. Avant de pouvoir vendre le scénar, et il l'a racheté quand il a finalement pu faire Rocky quoi. Donc pour le mettre dans le film en plus etc parce que c'était son animal de compagnie depuis des années quoi. Donc il en était là quoi. Et quand on lui a proposé une coquette somme, ils sont montés jusqu'à $350,000 pour le film en fait. L'idée c'était qu'il soit juste scénariste. Et qu'on propose le film à, je crois, à l'époque, les stars de l'époque, quoi. James Caan, Ryan O'Neal, Burt Reynolds, enfin des mecs comme ça. Et Stallone, en fait, a toujours dit non. J'ai beaucoup de mal à imaginer Burt Reynolds dans Rocky, personnellement. Mais... ça aurait été un film complètement différent. Ça aurait été un peu chaud. Pourquoi pas Robert Redford aussi, je crois. Robert Redford, c'était un film de studio, hein. C'était vraiment pour la MGM, et c'était un film qui était plus cher que ce que c'est devenu à l'arrivée. Et quand, en fait, les producteurs ont fait comprendre au studio que Stallone ne vendrait pas le scénar si on ne lui filait pas le rôle principal, et le studio n'en voulait pas. Les mecs se sont dit ok, on divise le budget par 2 et du coup c'est un film qui a coûté $1 million. Je crois que les producteurs ont dû hypothéquer leur baraque pour assurer le fait que si jamais le film était en dépassement,
c'était de leur poche. Ouais. Enfin, t'as tout un stratagème comme ça où c'était jusqu'au bout, en fait, c'était le film de l'outsider. C'est-à-dire que jusqu'au bout, le film s'est fait par la pure volonté de Stallone et du coup les producteurs qui l'ont accepté de le suivre et voilà quoi. Et bon là pour Je fais une parenthèse avant que tu continues juste parce que je sais pas si c'est véridique ou pas, mais j'avais entendu cette anecdote aussi qui est pas aussi simple du côté j'insiste pour faire, non, il a insisté pour faire le film lui-même, les mecs voulaient pas le faire, mais ce qui les a finalement convaincus de le faire, c'était pas genre bon ok il va le faire et tout ça, c'est qu'apparemment on aurait montré à ces gens-là un film dans lequel il y avait Stallone dans un petit rôle et les mecs l'ont confondu. Apparemment, on confondu à un moment donné avec un autre type. Ils se sont dit bon, ben ok, avec lui, d'accord, faisons-le pour moins cher et tout ça, avant de réaliser qu'ils se trompaient de bonhomme. Il faudrait retomber sur cette anecdote. Mais j'avais lu ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, parce que tu fais pas un film derrière pour ça, sinon tu signes pas un contrat sur juste un nom qui tombe à côté. Non, quoi. mais tu peux te leurrer. Ils sont vraiment cons. Te planter. Mais Ce serait pas la première fois. Je pense surtout qu'à la fin, les producteurs, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui comprenait le personnage de Rocky Balboa, c'était Sylvester Stallone. Quoi. Donc, je pense que ça faisait sens et lui-même le défendait. Et au fur et à mesure où il y a eu toute cette tractation, Stallone réécrivait le scénar au fur et à mesure, le réaffinait. Et ce qui faisait partie d'ailleurs du contrat, c'est que donc il était acteur sur le film et en revanche il n'était pas payé pour la réécriture au fur et à mesure du tournage. Donc ce qui en plus, enfin ce rôle-là de réécriture était, je pense, hyper important dans la conception du film et dans le fait d'arriver à, enfin vraiment un personnage qui lui colle à la peau, quoi, qui est une sorte de double de lui-même, qui porte un discours supplémentaire. Voilà. Et du coup, il y a comment dire, le film s'est fait assez rapidement. Je crois que c'est une trentaine de jours de tournage. Là, je suis vraiment dans le factuel des choses, sûr, quoi, avec notamment des moments où, même si, alors c'est réalisé par, ça faut le préciser parce que comment dire, John J. Avildsen, qui voulait vraiment faire un espèce de films pris sur le vif. Alors c'était quand même un peu à la mode dans les années 70, mais tout en faisant ressortir un peu, moi, ce que j'appellerais le truc un peu Cendrillon chez les prolos, quoi. Tu vois, c'est un peu cette espèce de logique, le film, parce que certes c'est un film des années 70, c'est un film qui ressemble à un film des années 70, mais dans le ton qui finalement, en fait, même s'il s'inscrit dans ce qui se passe à cette époque-là, il est complètement dans l'air du temps. Il est beaucoup plus optimiste finalement que la plupart des films de cette époque-là, quoi. Et je pense que c'est aussi un des trucs qui a fait son succès surprise au moment où c'est sorti, parce que ça a été le plus gros film de l'année à cette époque-là. Ça avait fait la réception est étonnante. Ça avait fait, je crois, 120 millions de dollars à l'époque, ce qui est en gros l'équivalent d'un film Marvel aujourd'hui. C'est vraiment ça, quoi. Et comme c'est un petit film, comme c'est un film qui s'est fait vraiment, on va dire entre guillemets à l'arrache, et ça se voit encore quand tu regardes le film. Il y a beaucoup de scènes en fait qui ont failli sauter et derrière lesquelles Stallone devait notamment se battre en fait pour réussir à les faire. Il y a notamment en fait toute la scène qui se passe juste avant le match final où en gros il parle à Adrian et il explique qu'il est en trouille totale en fait vis-à-vis de la situation. Ça, c'est une scène que les prods ont voulu faire sauter à un moment donné, alors que pour Stallone c'était la scène la plus importante, et il a eu une prise pour la réussir quand ils lui ont dit, parce qu'il avait surtout insisté en fait pour vraiment la tourner avant la veille du combat, de la scène de combat. Donc du coup t'as toute cette construction en fait qui fait que ça a été un film qui a été très très douloureux en fait quelque part à mettre en place, même si quelque part ça a des allures de conte de fées. Et je pense que c'est important de le signaler peut-être pour la suite justement en fait, pour la façon, parce que quelque part ça a donné le là de ce qu'allait être la saga et de la carrière de Stallone aussi, c'est-à-dire que d'être quelqu'un qui ne croit finalement qu'en lui-même. C'est-à-dire et puis t'as ce côté conte de fées qui est quand même pas, c'est un miracle. Enfin, je veux dire, il l'a dit lui-même, Stallone. Il a dit qu'il a passé tout le reste de sa carrière à essayer de retrouver cette espèce de magie. Bon, alors il le signifiait par rapport au dernier plan de Adrian, et puis l'image se fige, et puis c'est le paroxysme de l'émotion. Il a essayé de retrouver ça toute sa vie sans réussir. Mais ça c'est quand même un truc qui est assez génial, qui est propre au cinéma. C'est-à-dire qu'on se projette. Enfin, on revient en arrière, on a un côté rétrospectif sur tout ça, et quand on parle souvent du premier Rocky, on y voit comme une sorte de petit bijou. Alors, t'as raison, fait à l'arrache, mais plus que fait à l'arrache dans le sens simplement petit moyen, où on s'est battu, ça a été dur, on a réussi à faire passer des trucs. Ce qui est hallucinant avec le premier Rocky, a posteriori maintenant, c'est quand tu vois le nombre d'éléments dans le film qui sont devenus
je caricature, iconiques, parce que j'ai pas de meilleur mot, mais qui sont devenus importants pour les gens. C'est-à-dire, c'est génial cette façon dont il a fait cette rencontre avec Adrian sur une patinoire tout seul, lui à côté. C'est génial la façon dont Burt Young a réagi, a composé son personnage comme si. Et tu te rends compte quand tu creuses dans le truc que toutes ces idées qu'on trouve géniales et que peut-être on fantasmerait que les mecs les posaient sur papier, à chaque fois, c'est un concours de circonstances hallucinant. La patinoire, il devait y avoir des figurants, ils n'avaient pas la thune. Stallone ne savait pas porter des patins, donc il s'est dit je vais courir à côté. Au départ, ça devait être fait dans un autre lieu. L'autre a dit mais j'ai besoin qu'il bouge. Ok, on va faire ça à la patinoire. Et que des trucs comme ça. Le côté de la Steadicam, le fameux plan sur les escaliers où en fait c'était le Steadicammer qui avait filmé sa femme. Des trucs comme ça. Et tout le film. Et comme ça, c'est un miracle. Ça reste un miracle, même pour Stallone. C'est un miracle pour Stallone, c'est un miracle de cinéma. Même dans les années 70, où on prenait des risques, on mettait moins d'argent des fois. Mais c'est hallucinant. Et les autres ont, c'est ce que tu dis, c'est important par rapport aux autres, où tout d'un coup, il y a du pognon, il y a de la maîtrise, on contrôle, et puis tout d'un coup, c'est plus la même chose. Pour raconter cette histoire du Steadicammer, parce que c'est important, en fait, donc le film se passe à Philadelphie, qui est une ville où Stallone a un peu habité pendant sa jeunesse. Je crois qu'il était au lycée à Philadelphie et il considérait que c'était la ville qui allait bien correspondre à la personnalité de Rocky, qui était moins connotée dans l'imagerie que New York par exemple, et qui était autre chose que Los Angeles. Plus prolétaire. Et donc il y a aussi cet aspect important. Et en fait le film a été tourné en partie à Los Angeles, en partie à Philadelphie. À Philadelphie, il y a beaucoup de plans qui sont volés, ils demandent pas les autorisations pour tourner un petit peu partout. Et il y a cette histoire de la Steadicam. En fait, l'inventeur de la Steadicam, il est originaire de Philadelphie, il s'appelle Garrett Brown, et en fait il est allé à Los Angeles en 74-75 pour vendre son concept, et il avait fait une bande démo de ce que pouvait faire la Steadicam. Donc la Steadicam, c'est un procédé qui permet de stabiliser la caméra et de se déplacer, de courir, de monter des marches tout en gardant un truc assez fluide. Et pour sa bande démo, un des plans, c'est sa copine qui monte en courant les marches qu'on voit dans les marches mythiques du musée de Philadelphie. Et le réal de Rocky, en voyant ça, se dit ça serait génial de finir cette scène avec du coup ce plan iconique, qui est un tournant dans l'histoire du cinéma, même d'un point de vue technique, parce que c'est à l'époque de Rocky, c'est que la deuxième fois après Marathon Man qu'on utilise la Steadicam, et ça marche. Et c'est 4 marches, parce que on peut se souvenir, on a l'impression qu'il monte toutes les marches avec la caméra, mais il l'attend en haut et la caméra va suivre les dernières marches avant de cadrer toute la vue sur Philadelphie. Donc il y a des trucs hyper intéressants. Moi, je trouve que c'est un film qui à la fois pour des éléments qui étaient préalables au tournage et puis des éléments a posteriori, c'est un film qui est vraiment un tournant et qui est un film incontournable dans l'histoire du cinéma. Donc on l'a pas encore dit, mais en fait l'aboutissement du conte de fées pour Stallone, c'est qu'au final le film a l'Oscar, et que d'un coup ça propulse Stallone comme une méga star. Et donc il y a l'Oscar du meilleur réalisateur, donc ça c'est pas pour Stallone, mais voilà. Et il monte sur scène avec les deux producteurs à la fin pour recevoir l'Oscar du meilleur film, et il lui rend hommage en disant c'est sa hargne et c'est sa volonté qui a fait que ce film existe. Il y a plein de petits éléments. L'actrice qui joue Adrian, c'est la sœur de Coppola, qu'on connaît aussi parce que Talia Shire, c'est la sœur des Corleone dans Le Parrain. Il y a un truc qui le connecte en fait à l'histoire du cinéma. Et moi, il y a un aspect un peu bizarre, mais moi de très tôt, à cause d'une des affiches du film, je lis le personnage de Rocky au personnage de Charlot de Chaplin. Et en fait, il y a une des affiches du film où en fait on voit de dos Rocky qui tient la main d'Adrian, et pour moi, c'est le plan de la fin des temps modernes où on voit Charlot avec sa femme partir dans le lointain. Et en fait, c'est intéressant parce que le film donc est produit par United Artists, le studio créé par Chaplin, Fairbanks, Griffith et compagnie, qui va couler un peu plus tard à cause du film de Cimino. Et en fait, il se trouve que j'avais juste cette intuition. Donc il y a des trucs, le personnage un petit peu, pour le coup, le prolo, qui est un peu pris pour un idiot par tout le monde, et qu'en même temps qui a un cœur énorme et qui défie tout ce qu'on pourrait
croire tout ce qui s'oppose à lui. Et en fait, en faisant des recherches là-dessus, j'ai vu que Chaplin avait adressé un télégramme à Stallone sur la fin de sa vie, après avoir vu le film, en disant j'ai beaucoup aimé le film, et il me rappelle un petit personnage que j'ai eu l'habitude de jouer. Et il dit à Stallone, t'es le bienvenu en Suisse, je serais ravi de t'accueillir. Voilà. Malheureusement, Stallone n'est jamais allé en Suisse, et Chaplin est mort en 77, quelques temps après ce télégramme. Apparemment, il a raté Elvis comme ça aussi, Stallone. Voilà. Mais qui est là? C'est Jimmy Battista. Dans le micro est coupé, censure. Et en revanche, du coup, pour faire peut-être la transition avec la suite, en fait, il y a une différence avec on va peut-être demander à Jimmy son avis sur Rocky. Je voulais juste dire ça, c'est que ce qu'on a pu reprocher un peu à Chaplin avec son personnage de Charlot, c'est au bout d'un moment, la vie de Chaplin, par son succès, par sa réussite, n'avait plus aucun rapport avec le personnage de Charlot, et il y avait une manière un peu d'abuser en fait le spectateur à ce niveau-là. Et ce qu'on va voir avec Rocky, c'est qu'au contraire, il a intégré dans l'évolution du personnage des choses que lui-même a vécues. Bonjour Jimmy Battista. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Oui, j'ai fait ce que je pouvais. Voilà, grâce à des petits problèmes de métro aussi, j'ai bien compris. Putain de ligne 2. C'est compliqué. Et donc Rocky, donc tout le monde en a parlé. Je sais pas où on en est. Donc on est toujours au premier. Si jamais je fais des répétitions, on lève la main et on arrête. On va parler d'anecdotes, essentiellement d'anecdotes. Ah ok. On a dit que c'était un boxeur. C'était un boxeur. Ok. Alors ça c'était un truc que je voulais dire juste avant. J'ai plus grand chose à dire. Non mais en fait, moi, le premier Rocky, pour le coup, je trouve que sans que ce soit forcément un de mes films préférés, mais je trouve que c'est un film quasiment parfait, en fait, dans le sens où, comme j'en avais parlé, je crois, c'est l'émission de Creed. Moi, j'ai une grosse période à fond dans la boxe quand j'étais beaucoup plus jeune, et ce qui est assez dans le milieu de la boxe et forcément les films qui se rapportent à la boxe, il y a quand même des éléments qui sont toujours présents, qui sont toujours vraiment fondateurs. C'est un peu, c'est l'implication déjà du boxeur. Dans les pays anglo-saxons, on parle d'un boxeur, on dit qu'il a du cœur, c'est-à-dire qu'il s'est investi vraiment. En gros, voilà. Et en fait, c'est la façon avec laquelle, c'est de la manière dans laquelle on va dire, on juge entre guillemets un boxeur. C'est-à-dire, ce qui est plus important, c'est l'implication qu'il va mettre plus que les victoires qu'il va avoir. C'est pour ça qu'en fait, on peut préférer des gens comme Joe Frazier à Rocky Marciano, qui est plus une machine à tuer, ou Mike Tyson, parce que ils ont ce truc de même quand ils commencent à perdre, ils remontent. Voilà. Et après, il y a forcément toute la partie plus souffrance, on va dire. Puisque moi, pour avoir vu pas mal de matchs de boxe, c'est pas toujours très agréable à regarder, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas dans les films. Et puis après, il y a toujours l'aspect authenticité, c'est-à-dire les origines un peu prolétaires du héros, etc., du boxeur et du héros dans les films. Et en fait, tous ces critères-là sont toujours mis avec un certain équilibre, mais c'est souvent un peu poussé dans le rouge, comme dans que ce soit Raging Bull ou Nous avons gagné ce soir. D'autres fois où c'est un petit peu plus atténué, comme dans Marqué par la haine, de Robert Wise également, qui a fait Nous avons gagné ce soir. Et Rocky, c'est peut-être un des rares films où vraiment tout est à un niveau un super équilibre, et même tellement bon équilibre que même, je pense que vous en avez déjà parlé, mais dans les deux dessous du film, c'est presque un miroir à l'histoire qu'il raconte, puisque voilà, c'est aussi Stallone qui fait son scénario. Le film se monte pour assez peu d'argent, c'était 1 million, voilà, pour l'époque c'est quand même pas beaucoup. Et puis d'avoir réussi à imposer Stallone en premier rôle alors que c'était quasiment personne. Je complète là-dessus parce qu'on n'a pas parlé beaucoup boxe, effectivement. On a parlé pas mal de choses périphériques. Bien parce qu'il y a des références qui sont mais ça je te laisserai sur les références. Mais ce qui est intéressant, outre le fait qu'il est évidemment, il s'est inspiré de matchs de boxe réels et tout ça, c'est déjà l'implication du mec, au-delà même du film, de l'acting, du scénario. C'est le boulot qu'ils ont fait monumental sur le combat, c'est-à-dire le temps qu'ils ont passé à le chorégraphier, et déjà, c'est-à-dire l'œil de Stallone, c'est-à-dire de le regarder, de regarder les rushs, de recorriger systématiquement le combat en fonction des rushs pour le rendre complètement imparable, tout en étant pas réaliste évidemment, mais pour le rendre dramatiquement le plus efficace, même s'il doit l'être évidemment. En fait, c'est un des plus authentiques. Comparé, moi je parle, mon film de boxe préféré, c'est plus Nous avons gagné ce soir, mais le problème c'est que c'est des matchs qui sont inspirés de ça. Voilà, oui. Mais pour le coup, les matchs dans ce film sont vachement percutants, mais ils sont aussi vachement accélérés. Il y a un côté presque surréaliste, c'est limite des super-héros à ce niveau-là. Et même au niveau du sound design,
scène, c'est-à-dire que les vrais coups sont arrivés beaucoup plus tard dans la saga, et que là, au départ, c'était des mélanges carrément de cris d'animaux, de trucs pas possibles pour faire l'impact. Mais effectivement, voilà. Et donc on parlait des boxeurs donc qui pouvaient s'inspirer, mais c'est vrai que Rocky Marciano c'est le plus évident parce qu'il y a le nom, etc. Et puis le fait que ce soit un prolo d'origine italo-américaine, mais il y en a un qui est moins cité, c'est Chuck Wepner, et qui a un type un peu moins connu, qui a eu un peu plus de défaites et qui a été un peu. Mais lui, c'est typiquement l'incarnation du boxeur qui a du cœur, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un gars qui a souvent, à des matchs où il était complètement envoyé perdant, arrive à remonter ou à gagner. Notamment, il y en a un contre. C'est celui qu'on a cité tout à l'heure, pour le coup. Parce qu'il y a vraiment de références quasiment au film. L'histoire raconte que Stallone va à un combat en 75 et c'est celui où il tient tête, où Chuck Wepner tient tête à Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, d'ailleurs, boucle la boucle à la soirée des Oscars 77 où il vient surprendre sur scène Stallone en lui disant c'est moi le vrai Apollo Creed et tout. Ils font une petite sorte de petit. Il y a une vidéo assez marrante à voir où ils se font un peu semblant de se boxer sur scène. Ali a un peu aussi apporté sa bénédiction au final au film. Pour le coup, il existe un film aussi sur Chuck Wepner qui s'appelle Outsider. C'est un film réalisé par un Canadien. Je sais absolument pas ce qu'il vaut, je l'ai pas vu. C'est avec c'est avec Liv Schreiber, c'est avec Liv Schreiber dans le rôle de. Avec Liv Schreiber. Mais voilà, ça existe. Ça existe. Très bien. Peut-être le truc qu'il faut préciser justement par rapport à la boxe en soi, c'est que effectivement Apollo Creed c'est Mohamed Ali. Effectivement quelque part, alors on peut dire Rocky c'est Chuck Wepner et tout ça. Et en fait c'est comme un espèce de monde parallèle. La plupart de les plupart des vrais boxeurs n'existent pas dans Rocky, si ce n'est Rocky Marciano qui à un moment donné cité. Oui, il est cité parce qu'il a dans Rocky 5 à un moment donné par son. Voilà, c'est ça, il lui file le gant dans Rocky 5. Enfin, c'est pas le gant, c'est je sais plus. Il y a un objet qui appartient à Rocky Marciano. Il y a aussi un boxeur, je sais plus. Enfin, je crois qu'il est très connu, mais Joe Frazier qui donne le. Il y a Roberto Duran qui fait quand même une apparition dans le 2 ou le 3, je sais plus dans l'entraînement. Il y a Roberto Duran. Frazier apparaît dans le premier, mais pour l'apparition de Frazier, ils en avaient invité beaucoup plus apparemment. C'est le seul qui s'est pointé. Et Frazier est de Philadelphie, non? Il y a pas un truc comme ça quoi. Et t'as vu Chuck Wepner, je sais plus si c'est sur le 2e ou le 3e, il devait lui donner un rôle. Normalement, il devait lui donner un rôle. Il a tellement été mauvais apparemment au casting qu'ils ont carrément coupé le personnage. Mais Wepner, c'est un autre problème parce que le truc avec Wepner, c'est qu'ils ont eu, lui-même a attaqué Stallone à un moment donné, et ça, à l'époque de Rocky 3, et en gros, si tu veux, il y a eu toute une espèce de truc en sous-main. Il a dû le payer en sous-main, et en même temps, en fait, Wepner, il a un rapport très particulier à Rocky parce que c'est-à-dire qu'il est à la fois fier d'avoir inspiré Rocky et en même temps il a eu ses problèmes financiers. C'est un mec qui est dans l'ombre, dans l'absolu, et qui a donc en fait un espèce de rapport attirance-haine vis-à-vis de Stallone et de Rocky. Qu'il a peu d'interviews qu'on a vues sur le sujet, parce que je crois qu'à cause de justement de leur contrat, il a pas vraiment le droit d'en parler. C'est cette espèce de truc un peu. Ça a été réglé à l'amiable, non? À un moment donné. À l'amiable. J'ai entendu parler de ça. À l'américaine. Voilà. On saura jamais quoi. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, voilà. Bon, c'est vraiment pour la soupe interne, quoi. Mais ce qui est aussi intéressant peut-être de signaler avant qu'on passe peut-être aux autres films, en fait, c'est que il faut rappeler un truc qui semble pas forcément évident quand tu connais toute la saga dans son intégralité, c'est que Rocky perd à la fin de comment dire du Rocky. Comme Chuck Wepner aussi qui avait perdu vraiment sur les dernières secondes. Mais comme c'est un personnage qui gagne les 5 fois qui suivent, si tu veux, les 4 fois qui suivent, c'est intéressant de le signaler parce que justement il y a une dichotomie sur Rocky. Il y a les gens qui voient Rocky, il y a les gens qui voient Rocky 4 et pour eux ça dépend ce que c'est Rocky. Est-ce que c'est le prolo qui finalement sera toujours l'éternel second ou est-ce que c'est le grand vainqueur, si tu veux, qui représente carrément l'idéologie de son pays à ce moment-là. C'est deux choses distinctives, c'est deux choses différentes. Et le truc, c'est que c'est bien de le signaler parce que justement, quand on rentre dans Rocky 2, qui s'appelle quand même La Revanche en France, tu vois, l'idée, si tu veux, c'était tous les films 2 en France, ça s'appelait toujours La Revanche. C'est vrai, ou le défi, ou je sais pas quoi. Mais la mission. Toute l'idée, si tu veux, cette fois-là, c'est qu'il doit gagner, quoi. C'est-à-dire que si alors c'est pas aussi simple que ça, mais voilà. J'imagine qu'il est plus facile à monter Rocky 2 à l'époque que c'est surtout que c'est un film qui
un film que tout le monde voulait, sauf Stallone. C'est-à-dire que c'est ça qui est... Et c'est d'ailleurs pour ça, quand j'ai entendu parler de l'affiche avec Adrienne, c'était presque une affiche qui aurait collé avec la première version, puisque à la base, il voulait qu'il abandonne la boxe à la fin du film. Ouais, c'est ça. Ben, le truc, en fait, c'est que... voilà, donc ça a lancé la carrière de Stallone, ça en fait une star du jour au lendemain. Lui-même, en fait, comme il a souvent fait ça dans sa carrière, il a pris une grosse tête, un melon pas possible. Il se lance dans la réalisation, il a fait La Taverne de l'Enfer, qui est un bide monumental, même si c'est moi je trouve plutôt un chouette film, tu vois. C'est pas le truc avec Dolly Parton, ça? Non, ça c'est bien après. La Taverne de l'Enfer, Yann, le catch. Putain, je m'en rappelle. Avec Armand Assante. C'est un film qu'on oublie très facilement, mais il est pas si mal. Il est pas mal. Mais c'est un film qui s'est bidé. Ensuite, il a permis à Norman Jewison de faire Fist, qui est alors même si c'est même s'il change de nom, c'est un film sur Jimmy Hoffa, donc voilà. Et pareil, donc encore un truc de prolo, quoi, mais un truc qui se bide total. Et du coup là, Stallone, sa carte à jouer, c'est Rocky 2, quoi. Parce que tout le monde lui dit, il faut faire Rocky 2. Et du coup, en fait, il se pose longtemps la question de comment est-ce qu'il va insuffler, qu'est-ce qu'il a raconté avec Rocky 2, quoi. Et c'est là où moi je trouve qu'en fait Stallone est quand même un bon dramaturge à la base. C'est quelqu'un qui arrive à vraiment trouver des moteurs narratifs en fait pour faire fonctionner les films. C'est qu'il va s'inspirer de vraiment, pour le coup, même si on pouvait considérer que c'était le cas avec le premier. Le premier, c'était, j'ai l'impression, plus une projection, c'est-à-dire de ce qu'il aurait voulu être, si tu veux, et ce qu'il a fini par matérialiser et devenir, quoi. Là, dans le 2, en fait, on rentre dans un espèce de truc où, en gros, ni lui ni Apollo ne veulent une revanche. En fait, ils le disent à la fin du premier. Ils ont pris plein la gueule. Et ça s'ouvre littéralement sur les ambulances qui les ramènent avec une reprise du thème un peu disco que moi j'aime beaucoup, j'adore. Je trouve mortel, quoi, de Bill Conti. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la zig de Bill Conti, mais je pense qu'on va y revenir de manière générale. Et il y a cette idée en fait que le fruit en fait qu'il a eu de ce match, de cette notoriété, il le claque en fait. Le crédit le claque, c'est-à-dire qu'en fait il se rend pas compte qu'il va devoir payer des impôts. En fait il fonctionne comme un nouveau riche. Et d'un seul coup dans le film en fait, c'est-à-dire il demande à Adrienne en mariage, mais il s'achète une baraque, il commence à acheter une bagnole alors qu'il a même pas le permis. Il commence à, t'as tout un truc et ça fonctionne assez bien parce que c'est assez drôle en fait. Il se dit qu'il va capitaliser sur par exemple des pubs et en fait il sait pas jouer. Donc il joue comme un teubé, tu vois, devant le truc et tout. Littéralement inspiré de ce qui lui était arrivé. Ce qui est là pour le coup. Et tout ça en fait il le nourrit avec de ce qu'il a vécu en fait juste après en fait jusqu'au point où pour la première fois dans le film Adrienne tombe enceinte. Ouais. Et quand elle accouche, là je fais un saut dans la narration du film parce qu'il y a aussi un autre truc important avant. Quand elle accouche, en fait, le gamin qu'on lui ramène, c'est son propre fils à Stallone, en fait, qui joue le rôle de Robert Junior, quoi. Et c'est pas Sage. Non, c'est pas encore Sage. Ouais. C'est Sergio qui est l'autre fils de Stallone, en fait, dont on a appris 2-3 ans après, en fait, qu'il était autiste. Oui. Et ça fait partie des trucs aussi dans la vie de Stallone qui sont un peu, son rapport à ta famille de manière générale. Ouais, assez particulier. Je pense qu'il a cette image de patriarche, mais on va y revenir parce que je pense que c'est le mec qui a fait ressortir toute la famille, le nom, tu vois, de son truc. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que t'as toute une espèce de truc où les gens vivent autour de cette logique-là, que ce soit sa mère, que ce soit son frère, que ce soit tout ça, quoi. Et c'est assez particulier, quoi. Et je pense en plus, j'ai l'impression que lui-même intègre ce rôle-là assez clairement, tu vois. Et ça se ressent même dans les Rocky, j'ai envie de dire, c'est ça que je veux dire. Sinon, on n'en parlera pas forcément là. Mais le truc, c'est que donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, quand t'as le personnage d'Apollo Creed, parce que voilà, il faut dire que moi c'est des persos que j'adore, Apollo Creed, Paulie, comment elle s'appelle, Adrienne et tout, mais c'est des persos en fait qui sont des catalyseurs pour le personnage de Rocky, clairement. C'est-à-dire que c'est des persos qui n'existent que par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment apporter à Rocky et beaucoup moins ce que Rocky leur apporte à eux en fait finalement à la fin, quoi. À tel point que voilà, donc toute l'idée, si tu veux, c'est que Apollo en fait décide de relancer l'idée de la revanche juste parce que tout le monde se fout de sa gueule, parce que tout le monde l'a pris pour un perdant. Alors qu'il a gagné le combat à la fin du premier. Ouais. Et du coup, cette espèce de revanche où le personnage de Rocky se sent acculé parce qu'il a des dettes, parce qu'il a tout ça et finalement il l'accepte, c'est vraiment un miroir de quelque part d'impression de ce que Stallone était en train de vivre à ce moment-là dans sa carrière, où il se disait, je suis peut-être l'homme d'un seul rôle en fait, je suis peut-être finalement, je suis pas la star que je pense être, si tu veux, au fond de moi-même, je suis peut-être que Rocky Balboa aux yeux des gens, et il voulait vraiment s'extraire de cette logique-là. Oui. Donc
quand il a accepté le film, il le fait sous il l'aborde sous cet angle-là. Et t'as cette espèce de jeu où est-ce qu'il va pouvoir y aller, pas y aller, parce que en fait, Adrienne, quand elle tombe enceinte, justement, elle tombe dans le coma. La grossesse devient difficile, elle tombe dans le coma, et il y a tout ce jeu psychologique où il n'arrive pas à se concentrer en fait sur le combat. Et Mickey lui dit mais t'as du cœur, mais t'as pas la mécanique. Il faut que t'arrives à comment dire, parce qu'il va de nouveau te réduire quoi. Ouais. Et cette fois, il faut que t'y ailles. Si t'y vas, c'est pas la peine de perdre. Si tu perds, c'est fini. Il faut que tu gagnes quoi. Et donc voilà. Spoiler, c'est ce qui se passe à la fin. Alors je rebondis là-dessus, mais plus d'un point de vue cinématographique, parce que je pense qu'on aura compris la vie de Stallone va se confondre progressivement avec celle de Rocky, et puis on en reparlera sur les suivants. Mais là, c'est marrant parce que tu tombes vraiment sur un truc qui pour moi est fondamental, et j'ai pas de théorie là-dessus. Je vous le dis vraiment, ça sort des tripes, mais je le mesure en même temps que Stéphane parlait. Et je me disais, moi, de toute la saga, ma scène préférée, mais vraiment ma scène, la scène qui me file la trique, c'est ce moment où t'as justement Adrienne qui est allongée et tout ça, et lui il veut pas se battre, et là t'as Mickey qui en peut plus et qui fait putain, et là la nana elle se réveille, elle le regarde, elle fait là, vas-y, gagne quoi. Et là, attends, je finis. Et là, t'avais déjà la musique de Conti qui arrive, qui fait ting, tu te rappelles, ça fait ting, et ça monte, et t'as un putain de crescendo. C'est-à-dire que là, t'as une prise de conscience cinématographique de la scène We Need a Montage. Chose qui venait naturellement de la narration, naturellement du personnage, et qui devient soudainement une mécanique qu'on va revoir, mais pendant 30 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est fondamental cette scène. Elle est fondamentale parce qu'elle fait passer du cœur, comme tu le disais, à la gagne qui sera symptomatique des 10 années suivantes. C'est-à-dire qu'on passe tout d'un coup d'un personnage réel, courageux, qui devient un mythe. Et ça devient la figure héroïque. Et la figure héroïque que Stallone, puis Schwarzenegger, tout ça incarneront de manière surdéveloppée dans les années 80. Et pour moi, le point de départ, il est dans cette putain de scène. Elle a un aspect galvanisant qu'a particulièrement bien compris, je pense, Stallone, et pas que... Parce que c'est lui qui réalise le film, cette fois. Voilà, et qui va évidemment pousser, il va pousser le bouchon par la suite, encore plus loin, on le sait. Et c'est aussi quelque chose qui pour moi est super important, je vous laisserai continuer à parler longuement après, mais pour moi, ce qui est super important, et c'est pour ça que j'ai toujours l'affection pour le 4, et c'est pour ça que j'ai toujours l'affection pour le 3, même si j'adore Rocky Balboa et tout ce que tu veux, c'est qu'il y a aussi, au-delà de la boxe, au-delà de Stallone, un mec qui saisit parfaitement, rythmiquement, l'air du temps. Il y a une musicalité chez Stallone qui est monumentale. C'est le mec, quand il fait Rocky 3, qui comprend l'avènement du clip, qui commence à penser les choses comme un clip. Ça deviendra caricatural dans le 4, qui est un clip gigantesque, et c'est presque que ça, mais tout ça est préfiguré au préalable. Et j'intime les gens de remater Rocky 2 et de voir comment cette scène d'entraînement qui démarre d'une certaine manière avec un montée en crescendo de la musique est radicalement différente dans l'intention cinématographique que dans le premier film, et comment elle va influer sur les décennies qui suivent. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les années 80 très largement. En l'occurrence, il y a un truc en fait qu'on n'accorde pas tellement à Stallone. On peut dire c'est sur le papier, tout ça, etc., mais c'est plutôt un bon réalisateur, Stallone. Ça va, en fait, pour un acteur qui passe à la réalisation. Et il y a cette espèce de logique d'acteur-auteur, en fait, de star-auteur, en fait, qui prédomine toute sa carrière, dans le bon comme dans le pire, quoi. C'est-à-dire que ce soit, comment dire, les Rocky. Mais il a jamais été perçu comme ça. Non, il a jamais été perçu comme ça. Il a même surtout été perçu comme une star un peu vaniteuse, qui est vrai, en même temps aussi. C'est quand même quelqu'un d'hyper narcissique et tout ça, etc., etc. Mais le truc, c'est que il y a aussi, et quand je dis c'est un bon réalisateur, c'est aussi parce qu'il y a cette espèce de structure. La façon dont tu parles de cette scène, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà aussi, par exemple, si tu veux, dès Rocky 2, et ça va être dans tous les Rocky jusqu'à Rocky Balboa, l'idée que le combat de fin du premier film, du précédent film, sert d'ouverture au second film. Ouais. Et il joue avec cette notion. C'est-à-dire que si on ne revoyait pas ce combat-là au début de Rocky 2, la portée de la scène justement dans l'ambulance, qui est juste un générique, n'aurait pas en fait cette portée presque tragique en fait. Et en fait, il y a ces habitudes qui va reprendre, comme le montage dont tu parles, le training montage, où il va apporter quelque chose de plus. Là, en l'occurrence, par exemple, le truc que moi je retiens dans cette scène, c'est que tu peux croire que quand tu vois le premier Rocky, le training montage, en fait, les mecs, ils avaient des scènes, ils couraient, ils se disaient, il nous faut une musique. Et quand ils ont tourné, ils n'avaient pas la musique en tête. De toute évidence, là, il avait la musique en tête. Voilà. Ouais. Et le truc, c'est qu'en ayant cette musique en tête là, il s'est dit, bon, ok,
qu'est-ce que c'est devenu Rocky, qu'est-ce qui s'est passé en fait après le premier. Et là d'un seul coup t'as cette scène mais qui est complètement ultra cinématographique, et tu l'achètes ou tu l'achètes pas quoi, mais où il refait son pas de course jusqu'au musée, et il est suivi par 200 gosses en fait, qui d'ailleurs il y a un moment donné super drôle dans le film où il en distance un et t'as le gosse qui gueule, il fait non qui lui court derrière et tout quoi, parce qu'il arrive pas à rattraper Rocky quoi. Ce qui est intéressant dans et je vous laisse parler, c'est des mécaniques pensées de manière dramaturgique, et pour des raisons des fois de tournage et de conventions nécessaires, et qui deviennent des standards de la logique d'un actionneur par la suite. On a beaucoup parlé à une époque de Peckinpah, si tu veux, et les films d'action après. Pour moi, il y a plus une énorme influence dans la façon de filmer de Stallone. Pensez débarrer le film sur la fin d'un combat et plus ça avançait, plus on revoyait des plans du combat, c'est-à-dire on entre dans l'action directement, on est dans le truc, vous venez voir ça, bam, vous l'avez, puis je passe sur le personnage et je reprends. C'est des choses qui sont devenues des mécaniques aujourd'hui, et ce mec-là a inventé énormément de choses à travers Rocky. Il y a une petite anecdote très rapide, après je laisse parce que c'est vrai qu'on ne laisse pas parler, mais Jimmy et David sont partis. Cette idée de, par exemple, c'est le monteur de Rambo 2, Mark Goldblatt, qui expliquait ça, c'est que Stallone, sur le montage de Rambo 2, donc pour contrebalancer sur le côté action, venez voir les monteurs et leur disait ça serait bien que vous compreniez en compte le temps, la temporalité de la flèche. Et les mecs lui disent qu'est-ce que ça veut dire. Ils lui disent en fait ça serait bien que vous mettiez une pause dans la façon dont par exemple mon personnage tire une flèche et le moment où la flèche arrive. C'est-à-dire qu'au lieu que vous preniez le temps qu'elle arrive tout de suite, c'est que vous devez temporiser, garder 2 secondes supplémentaires juste pour donner le temps de vol, on va dire, de la flèche quelque part, de déplacement. Voilà. Et le truc, c'est que les monteurs ont fait bon, ok. Ils testent le truc et ils se sont dit putain, ça fonctionne super bien. Et ça, c'est Stallone qui leur a donné l'idée en fait, tout simplement. Il leur a tout ce truc où d'un seul coup dans Rambo, quand il envoie une flèche, hop, il tire le truc, il lâche. T'as une seconde qui passe et boum, c'est des flèches explosives, donc boum, tu vois. C'est Stallone. Et pourtant, Stallone n'était pas réalisateur sur ces films-là, il n'était pas même monteur techniquement. Mais il a cette logique-là. Il a une sensibilité du ring qui fait que Flashdance n'aurait pas existé sans Rocky 2. Et ça sent d'ailleurs dans Rocky 2 pour moi sur la qualité du découpage de la scène de combat, qui est, pour moi, le meilleur de la saga, qui est hyper impressionnant, hyper pensé, avec. Ça c'était déjà dans le premier où il y a des choix d'angle de caméra qui sont toujours pertinents à la fois pendant le combat et à la fois même en fait dans le quotidien de Rocky. On va avoir des séquences même dans le premier, quand il se boit son verre d'œuf qui prépare, on le voit casser tous ses œufs en plan séquence d'un point de vue depuis l'arrière du frigo, et en fait derrière dans le 2 c'est intéressant ce que tu disais Yannick sur cette bascule qui est aussi presque une bascule de genre, c'est-à-dire que le premier film et à peu près la moitié de Rocky 2, on est effectivement dans l'influence de The Setup de Robert Wise, de Nous avons gagné ce soir, et en fait la boxe est l'élément central, mais en même temps c'est aussi des drames psychologiques sur qu'est-ce que ça implique la boxe, et que c'est pas un sport neutre, parce que en fait ça détruit les boxeurs quoi. En fait ils mettent leur vie en danger sur le ring, et du coup il y a une construction psychologique dans le rapport avec leur femme. Et clairement tout l'arc dramatique de Rocky 2, c'est réussir à convaincre Adrian qu'il a besoin de refaire ce combat, et sachant que d'abord lui il a besoin de s'en convaincre lui-même, parce que au début c'est pas du tout le cas, et en fait d'arriver justement à ce point de bascule dont tu parlais Yannick, pour ensuite basculer dans l'actionneur quoi, dans un truc où on va vraiment célébrer la surpuissance du héros. C'est un point de bascule qui est hyper intéressant et qui tire en même temps sa force de tout ce qui a précédé. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est parti en sucette derrière, c'est-à-dire ce mec comprend ça.
Il comprend la nécessité de ce qu'il y a avant. Ouais, puis la vie est un combat de boxe, quoi. Exactement. Et que derrière, tout ce que c'est devenu a complètement oublié d'où ça venait. Donc on n'avait plus que des machines, en fait. Batista il se marre, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est tellement évident que bon, voilà. Je ris, voilà, je ris de bon cœur. Mais faut revoir. Sur Rocky 2, non. Sur Rocky 2, d'ailleurs, je voulais pas couper. Dave, non, j'allais juste terminer sur redire un petit mot sur le fait que les films s'enchaînent vraiment immédiatement. En fait, ça crée un truc d'urgence et de puissance des enjeux dramatiques qui est vraiment. Quand tu regardes les deux films à la suite, c'est hyper impressionnant, quoi. C'est plus fort que certains cliffhangers de séries télé d'aujourd'hui, tu vois. Et la façon dont il rejoue avec ces notions-là dans le film suivant, à chaque fois, c'est ça qui est très fort. En fait, juste pour dire que c'est pas évident quand tu penses en plus qu'il voulait pas forcément faire la suite ou s'il savait pas par quel bout le prendre. Je trouve ça génial de dire tu sais pas comment faire la suite, et justement on va reprendre exactement là où on l'a laissé, parce que c'est là que j'ai le point d'incandescence, et c'est là que je vais le mieux reprendre mon personnage. Ouais. Ok, super. Non, mais voilà. Jimmy, il aime pas trop Rocky 2. Non, j'aime beaucoup Rocky 2, mais en fait, tout a déjà été dit. Moi, je peux juste tout ce que je peux rajouter, c'est que, de toute façon, il avait pensé comme une trilogie quand ils l'ont demandé de faire un peu une suite. Il pensait pas du tout en faire plus que ça. Mais c'est surtout que, moi, j'aime bien comment il s'est pris un peu le truc en main, marketingment parlant, à partir du 2. C'est-à-dire que Stallone a aussi écrit une novélisation. Alors, je conseille de la lire si vous l'avez pas lu. C'est vachement bien. Hein, je veux surtout pas m'en moquer. Il a fait vraiment une version roman de Rocky 2, et il l'a écrit du point de vue de Rocky à la première personne, et c'est écrit comme Rocky parle, c'est-à-dire que toutes des phrases très très courtes, et ça c'est génial parce que tout le bouquin est écrit comme ça, sauf des passages où Rocky intervient pas, et donc c'est vu de la troisième personne, et où là c'est écrit en anglais tout à fait normal, mais il a vraiment voulu faire un style et tout, et c'est assez réussi. Moi, si vous pouvez le choper, c'est pas été traduit, je crois pas. Peut-être que si, je pense que parce que j'ai lu, on dû le traduire à l'époque, mais j'ai pas fait. Mais la version anglaise est assez cool, quoi. Et sinon, je voulais faire un petit... pour lire ce genre de truc. Ah oui, mais c'est toujours un. Après, je savais que c'est lui qui l'a écrit, donc j'étais quand même curieux de voir si ça pouvait donner une novélisation par Stallone. Après, je vais faire peut-être sur chaque film un petit point. Carl Weathers était un gros casse-couille parce que. Parce que à chaque fois, en matant un peu les films et en retrouvant des petits trucs, je me dis, mais à chaque fois, il fait des trucs pas possibles. Donc Carl Weathers qui joue Apollo Creed. Oui, voilà, qui joue Apollo Creed, effectivement. Et sur le 2, j'ai juste noté, j'avais vu noter vite fait qu'il avait pendant le tournage de la grande scène de combat, il y a vraiment un moment où les deux s'embrouillent assez violemment, et ça, visiblement c'est des scènes réelles en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment brouillés parce que, alors pour faire court, mais Stallone s'est visiblement blessé pendant l'entraînement, et leur combat était vraiment chorégraphié au millimètre, c'est-à-dire qu'ils se touchaient quasiment pas. Et là, Carl Weathers a vraiment tapé Stallone à des endroits où ça lui faisait extrêmement mal, quoi. Et voilà. Et donc c'est Carl Weathers lui-même qui a dit, je crois que son combat dans Rocky 2 était la chose physiquement la plus difficile qu'il ait faite de toute sa carrière. Alors après, il a eu quand même d'autres trucs. Hein. Il y a quand même son combat contre machin dans Expendables, là, comment il s'appelle, le show Stone Cold Steve Austin. Quand tu vois, il y a un documentaire qui est moi je vous conseille énormément, qui s'appelle Inferno, qui est le documentaire sur Expendables, et qui est assez incroyable parce qu'il te montre la façon dont la ténacité de Stallone, quoi. Et le truc, c'est que bon, là il avait 60 et des brouettes, alors que là il en avait 30, quoi, à l'époque de Round 2, à l'époque de Rocky 2, quoi. Mais voilà. Mais peut-être pour enchaîner vite fait sur Rocky 3. Alors c'est marrant ce que tu dis sur les deux de la trilogie, parce qu'apparemment, en fait, moi ce que j'avais cru comprendre sur Rocky 3, c'est que Stallone voulait tellement pas de faire le film, c'est-à-dire qu'en fait il avait encore cette espèce de logique où il n'arrivait pas à sortir, parce que après ça il a quand même fait À nous la victoire, Les Faucons de la nuit, qui sont encore des films qui se sont bidés, donc il sortait pas du personnage, donc il a dit au producteur, vous voulez Rocky 3, ok, bah je produis, j'écris, je réalise, $10 millions, ce qui était une somme juste monstrueuse à l'époque, inconcevable, et il s'est dit bon, c'est un coup de bluff, ils vont foutre la paix et je vais pouvoir passer à autre chose, quoi. Et en fait ils lui ont donné les $10 millions, et il a fait Rocky 3. Moi ce que je trouve, alors là on shift vraiment dans le style du film, c'est-à-dire que quand Yann disait Stallone il a le pouls sur l'air du temps, il y a de ça jusqu'à un point de victime de la mode pour moi. Ah oui, il y a un côté racole évident, mais évident. Et le truc, mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement au 4, on va dire, le 3 l'intègre dans la narration, l'intègre dans le récit, c'est-à-dire que
le film commence sur... Alors, c'est là où, en fait, encore une fois, il y a un art consommé du montage qui est assez impressionnant, c'est que t'as le générique d'ouverture, après le combat du 2, donc, le truc classique, qui montre, en fait, comment... Rocky en fait devient finalement le champion du monde, quoi, vraiment, c'est-à-dire comment il maintient ce statut-là. En même temps, ça se mêle avec sa vie, c'est-à-dire que toutes les pubs qu'il n'arrivait pas à faire dans le 2, il les fait super bien. Il est all suave and shit et tout, quoi. Tu vois, il est habillé en costard. Il te vend du parfum, il te vend des bagnoles, il te vend des trucs. En même temps, il mélange ça avec des images d'archives du Muppet Show, qui était le vrai Muppet Show dans lequel Stallone est apparu, genre 3 ans avant, etc., etc. Et toute cette espèce d'embourgeoisement en fait du personnage est résumé par une phrase de Mickey, quoi, son entraîneur, qui lui dit quand il lui révèle finalement qu'il lui a filé que des petits champions, si tu veux, à combattre pour qu'il maintienne son statut. Il lui a dit, il t'est arrivé la pire chose qui pouvait arriver à un boxeur, en fait, tu t'es civilisé, quoi. C'est-à-dire que tu as perdu la bête qui était en toi, quoi. Et la bête, en fait, en face, c'est Mr. T, quoi, avec le Burland, qui lui, pour le coup, dans le même truc de montage, on le voit s'entraîner Roots à la Rocky, justement, dans la rue, avec une hargne énorme. Regarde comme ce plan, quand il fait, je sais pas comment on appelle ça, en sportif, quand tu tires sur une barre, là, comme ça. Les tractions. Quand il fait les tractions, c'est un plan que tu n'arrêtes pas de revoir. Depuis 30 ans, tu n'arrêtes pas de revoir exactement ce plan-là. Il y a encore une fois, il y a quelque chose qui capte, et musicalement, outre ce qu'on disait sur le vidéoclip, il y a The Tiger. Ouais, et puis non, mais t'as The Tiger, puis t'as ce feeling immédiat de se dire putain le hip-hop, putain la culture de la rue. Tard, mais non, l'entraînement derrière, Apollo Creed, l'entraînement, joue avec tes jambes, c'est-à-dire vas-y, fais-moi du James Brown. On est déjà dans quelque chose où le mec il sent ce qui va se passer. C'est un truc de ouf. Et là l'histoire, en fait, vraiment l'histoire de Stallone et de Rocky se mélange encore plus totalement. C'est-à-dire que t'as ce générique en fait qui l'explicite clairement, c'est-à-dire au cas où c'était pas évident depuis jusqu'ici. T'as la statue. C'est là où elle apparaît en fait et la statue elle existe toujours, elle est toujours devant les marches de la Philadelphie. Je suis allé la voir et tout. Hein. Et le truc c'est que t'as tout ça en fait, t'as tout ce truc qui est complètement là. Et t'as cette notion en fait, c'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est ridicule de parler de l'œil du tigre parce que c'est devenu un truc tellement, petit scarabée, tout ça, etc., des années 80, quoi, une espèce de référence facile, tu vois. Mais en fait, quand tu réfléchis dramaturgiquement parlant, en fait, c'était assez fort comme concept parce qu'en gros, c'était t'es devenu une espèce de boxeur bourgeois, c'est pas ce que tu es, tu peux pas être ça en fait sur le ring, ça peut pas marcher. Donc il faut que tu retrouves la hargne de tes débuts, quoi. Et ça arrive après la mort de Mickey, ça arrive après la mort après le combat où il se fait mettre KO en 2 rounds par Mr. T, quoi, Clubber Lang. Bon, après, voilà, le truc, c'est que tu te retrouves, il y a ça d'un côté, et moi je pense que c'est là où la saga commence un peu à partir en cacahuète aussi, parce que t'as quand même des scènes assez embarrassante, quoi. C'est-à-dire que déjà, enfin le truc où ils courent sur la plage là avec des gros plans sur leur slip, tu vois, enfin avec leurs baloches qui font les castagnettes là comme ça dans le truc. Enfin, c'est un peu chaud quand même. Et puis c'est quand même, il y a une imagerie homo-érotique. Alors assez typique des années 80, on va dire, voilà. Et c'est là où en fait le côté victime de la mode de Stallone est assez mis en avant, quoi. Voilà. Après, c'est évidemment, tu regardes ça, pour moi, c'est beaucoup plus daté que Rocky 1 et Rocky 2 presque. Oui. En fait, c'est un des soucis. Mais après, il faut reconnaître qu'il y a un sens du spectacle parce que c'est ce que c'est devenu aussi les Rocky à ce moment-là. Il te fait arriver, comment il s'appelle, Hulk Hogan dans la scène d'ouverture. Là, c'est censé être un match, je crois, de charité ou un truc comme ça. Hulk Hogan qui n'était pas encore connu à l'époque. Il commençait. Ça commençait à arriver, mais c'est pareil, c'est un truc il a senti la Lucamania, tu vois, arriver. Les deux catcheurs du film sont lancés. Enfin, il y a un truc. Voilà, et le truc c'est que t'as cette scène qui est assez rigolote en soi, voilà quoi. Bon, le film est assez rigolo, mais c'est vrai que c'est un film d'action, c'est un film qui est beaucoup plus ramassé. C'est un film qui dure 1h30, 1h40, je crois, à tout péter, quoi. Typiquement, il est énorme, il est énorme. Enfin, je trouve que je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Et le 4, on va sans doute rentrer dans l'art encore plus, mais malgré tout, ça reste des films qui étaient super galvanisants, qui étaient réussis en termes de montage comme rarement on en voyait, ça te faisait monter l'adrénaline d'une force, quoi. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est juste que là on a shifté dans un truc, un gros divertissement bien calibré, alors qu'avant on avait des choses qui étaient un peu plus profondes, et qui en même temps a une structure narrative un peu plus élaborée que les deux premiers, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, on reprend pas, le deuxième était un décalque du premier avec toute une montée dramatique jusqu'à aller au combat final. Là il y a plusieurs
plusieurs combats dans le film. Il y a des séquences de montage qui font des ellipses assez importantes. Il y a pas mal d'éléments dramatiques qui font que effectivement on a basculé dans un autre genre, mais aussi c'est accompagné par la manière dont le film est écrit, dans la manière dont le film est monté. Il y a aussi un aspect, moi, dans le 3 que je trouve intéressant, c'est sur la question raciale, en fait. Dans les deux premiers films, c'est absolument pas abordé, en fait. Enfin, c'est comme si, Rocky est blanc, Apollo Creed est noir, mais c'est pas du tout mis en question par le scénario ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a un truc dans le 3 où déjà la question fait partie des problématiques du film, et il y a aussi un truc où le fait qu'il aille s'entraîner à Los Angeles avec Apollo Creed est aussi une sorte de prise de conscience que, peut-être d'un truc de l'Amérique de l'époque, mais que c'est en allant dans la communauté noire qui va se reconstruire, qui va retrouver le côté, qui va retrouver le challenging et le côté underdog, etc. Et du coup, ça transforme un truc qui presque extérieurement le personnage de Rocky qui est devenu je parle là pour le spectateur, une idole presque au niveau de Mohamed Ali dans l'imaginaire collectif. On pourrait presque se dire qu'il y avait une sorte de volonté pour les Blancs de trouver un équivalent, mais en fait je trouve que le 3 remet ça en question. Il y a un truc très inconscient collectif là-dedans, mais qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est outre le fait qu'effectivement il va quelque part, entre guillemets, je caricature, dans le ghetto pour redevenir ce qu'il était avant, mais toute la mécanique du combat contre Clubber Lang, tout l'entraînement qu'il fait avec Apollo Creed, c'est la même chose que tu as avec Bruce Lee et Karim Abdul-Jabbar. C'est tout d'un coup, t'as la masse, t'as le Goliath, et je vais devoir bouger rapidement, je vais me remettre dans cette... Tout ça, ça vient d'une même époque, quoi, tu vois, Ceci étant dit, il a raison sur ça, je pense, parce que le truc, c'est que, rappelle-toi, tu vois, par exemple, dans Raw, par rapport à la question raciale, parce que l'idée que les Blancs, en fait, veuillent avoir un personnage de boxeur, en fait, qui revienne un peu sur le devant de la scène, ce qui n'était pas forcément, alors vous avez forcément des contre-exemples en fait, mais qui n'était pas au niveau de Mohamed Ali ou des mecs comme ça. Dans les années 80 par exemple, c'était comment il s'appelait Mike Tyson, tu vois, ou des mecs comme ça. Toute cette notion en fait raciale, elle existe parce que tu vois, je veux dire, par exemple, tu regardes les stand-up de l'époque comme celui d'Eddie Murphy là sur Raw, t'as un sketch entier autour de ça qui est hilarant d'ailleurs, où en fait d'un seul coup c'est Black contre Rital quoi, et en fait les Rital ils sortent d'un Rocky, ils en peuvent plus, ils se disent putain je vais péter la gueule au Black là, je vais me prendre. Et ce truc existe vraiment, je pense, tu vois, si tu veux, il existait vraiment à ce moment-là, mais je pense que c'est aussi. Mais moi je le sentais moins en question raciale, qu'en contexte social en réalité, qui est super intéressant. Mais les deux sont c'est peut-être que c'est devenu aussi. C'est complètement lié, mais on parle du côté racole, on parle du côté il joue avec son personnage devenu riche qui a perdu son truc là, mais t'as aussi ce rappel là de d'où je viens, et que cette fois c'est d'autres qui ont pris ma place d'où je viens, c'est une autre époque, une autre sociologie et tout ça. C'est larvé, c'est évidemment pas le sujet, il le traite pas de cette manière-là, mais c'est quelque chose qui est assez présent et qui pour le coup disparaît complètement dans le 4 et qui faisait Sauf que justement, alors le problème du 4, si on aborde le 4, si tu veux, moi j'ai un gros problème avec le 4. Je me retape les films une fois par an, à peu près une fois par an et demi. Mais moi Rocky, c'est des films que j'adore, vraiment, de manière générale. À partir du 3-4, ça commence à devenir un peu moins intéressant, quoi. Mais le truc, c'est que, et justement, le 4, c'est une plaie, en fait. Ça a beau durer, c'est beau être le film le plus court de la saga, ça dure même pas 1h30. Ah ouais, mais on va en parler en fait. On va en parler. C'est le seul à cette table qui justement pire que le 5. Et le truc de Rocky 4, c'est que j'ai plusieurs problèmes avec, parce que en gros, c'est devenu une péripétie supplémentaire. C'est plus du tout finalement. Alors ça représente très clairement la vie de Stallone à l'époque. Oui. Sauf que, alors je pense que c'est cette espèce d'endroit, de moment, j'appelle ça les années Brigitte Nielsen, de 85 à peu près à 88 en gros quoi. Ces moments en fait où il avait tellement le melon qu'il faisait mais vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que tu vois, alors j'ai des gros péchés mignons là-dedans, moi je suis un fan absolu de Cobra quoi, mais c'est un film, faut être honnête, c'est pas un grand film quoi, c'est un grand non-film quelque part quoi. Et le truc c'est que mais le problème là-dedans c'est que c'est devenu une péripétie, c'est devenu un truc où moi j'ai le sentiment, c'est un combat gigantesque qui est littéralement symbolisé par ce plan là où avec les deux gants qui se rentrent dedans et qui explosent là, Amérique contre
contre Russie. Contre Russie, contre URSS. On est en pleine guerre froide. Toute l'idée de te montrer que Stallone n'est pas une machine dans le film, alors que c'est quand même, il a quand même sculpté son corps. Il en est à un stade où le mec, il a genre 0,005 grammes de gras, tu vois. 2% de graisse dans le corps. Voilà. Et encore, c'est ce qu'il faut bien qu'il bouffe un œuf de temps en temps, quoi. Et le truc, c'est que t'as ce truc en fait comme ça où pour dire il n'y a pas de machine enfin c'est pas lui la machine, il te fout un Dolph Lundgren si tu veux qui ultra monolithique, ultra qui est pareil encore une fois, qui représente juste comme dans tous les personnages de Rocky encore une fois un idéal absolu qui va driver qui va aller contre Rocky ou pour Rocky, enfin donc là en l'occurrence c'est contre quoi, qui représente une nation comme Stallone représente, enfin Rocky représente une nation aussi à ce moment-là, donc l'Amérique, et tout ça en fait c'est pour moi c'est dévitalisé, c'est-à-dire que en premier lieu le premier problème que j'ai fondamental, c'est que c'est le premier et je pense le seul film, et je compte même les Creed là-dedans, enfin, peut-être pas Creed 2 parce que c'est aussi pareil je trouve, mais différemment, c'est le premier film où j'ai l'impression que Stallone n'a pas envie de jouer Rocky, c'est-à-dire qu'en fait il le joue mais comme si c'était Forrest Gump quoi, c'est-à-dire il le joue, c'est un mec simple Rocky, c'est pas une lumière mais c'est un mec simple qui a une philosophie de la vie qui ressort de temps en temps et qu'il arrive à ressortir quand on le pousse un peu à bout, quand on le met face à une problématique, voilà, et là en fait si tu veux t'as vraiment l'impression qu'il le joue, il se dit j'ai pas envie de jouer un teubé. J'ai pas envie de jouer un mec simpliste. Or, tout le film est simpliste pour moi, c'est-à-dire que tout le film fonctionne vraiment sur ce training montage gigantesque, ce combat gigantesque. Alors effectivement, on peut dire que c'est super bien rythmé, que c'est super bien monté, ce que tu veux, etc., etc. Moi, je trouve pas. Je trouve que dramaturgiquement parlant, il y a une scène dramatique, c'est la mort d'Apollo, c'est basta quoi. Ouais. Il en pleure 2 secondes et puis en fait il repart botter le cul de machin. Donc pour moi, le film il est symptomatique d'une époque. L'autre problème que j'ai avec le film, c'est qu'il représente finalement pour beaucoup de gens la carrière de Stallone pendant très longtemps, c'est-à-dire que ça l'a stigmatisé à un point où même quand on était sorti des années 80, le mec ne représentait que ça. Voilà. Et tout simplement, je veux dire, on peut discuter des qualités cinématographiques de Rocky V, je veux bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais dans ce cas-là, celle de Rocky IV, dramaturgiquement parlant. On va pas discuter des qualités cinématographiques. Non, mais tu prends au sérieux une opposition conceptuelle qui est forcément à ton avantage, parce que personne sur cette table ne va te dire que c'est réellement bien Rocky IV. On va juste te dire que c'est fun, quoi. Ça nous fait rire, quoi. Sur cette table, peut-être pas. Sur cette table, peut-être pas. T'as eu des gens sérieux qui mais t'as des gens. Mais non, c'est pas des gens sérieux. T'as des gens qui considèrent que ce Rocky, c'est soit Rocky, soit Rocky IV. En fait, dans l'esprit des gens, Rocky, c'est soit le premier Rocky. Le prolo machin, soit après je m'en fous de l'esprit des gens, je veux dire juste que mais là, après quand je te parle de problématique dramaturgique, problématique, mais je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce que je me fais 10 fois moins chier à regarder Rocky 4 que Rocky 5? Bon voilà, et ça s'arrête là, et je vais pas le défendre plus que ça, quoi. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment, ça suit la logique du truc, c'est-à-dire quand on est passé de films un peu profonds, sociaux, etc., à un gros divertissement. Là on est dans le divertissement limite un peu idiot, quoi. Mais il a cristallisé, je suis d'accord avec Stéphane sur le fait qu'il a cristallisé ça dans l'inconscient collectif, mais c'était la période. Les mecs, ils ont découvert le vidéoclip. Commando, c'est quoi? C'est un vidéoclip. C'est quand même c'est quand même le blockbuster guerre froide le plus outrancier qui existe, avec l'Aube rouge de John Milius, qui est magnifique aussi. J'aime beaucoup ce film. Que je rappelle quand même, je rappelle exactement ce que c'est. L'Aube rouge, c'est carrément les Russes qui envahissent les États-Unis. C'est l'invasion USA, c'est pareil. C'est en gros, après, on a des adolescents qui se rebellent contre les Russes, et on a au final ça ressemble à une espèce de Goonies contre les communistes qui est assez. C'est quand même un problème. Ce monde manque d'anticommunisme primaire. C'est quand même un problème de passer d'un film qui a eu l'Oscar du meilleur film à une prod canon, quoi. Je suis désolé, mais pour moi c'est une plaie quand tu te tapes les films dans l'intégralité, tu te dis voilà. Oui, le robot, le Jar Jar Binks de Rocky. C'est le robot que tout le monde fait oublier. Tout le monde en même temps. Le truc avec le robot, c'est que le problème du robot, c'est que qu'est-ce qu'on va faire à Paulie, y compris déjà dans le 3, en fait, c'était déjà un problème. Alors tu voyais que Paulie avait un problème vis-à-vis de Stallone, de l'image de Rocky, je veux dire, il jetait une bouteille dans le comment t'appelles ça, tu te rappelles de cette scène là? Non, mais il jetait une bouteille dans le flipper qui représentait Rocky, tu vois, qui est un vrai flipper qui a vraiment existé. Et en fait, à un moment donné, il allait voir Rocky, il lui disait file-moi un boulot, qu'est-ce que tu fais chier, tout ça, etc. Il lui dit ok, je vais te filer un boulot, c'est tout ce que tu veux, fous-moi la paix, tu vois. Là, ils savent même tellement pas quoi en faire qu'il lui file une gonzesse et c'est un robot, quoi. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est une blague, le perso, c'est une blague, de toute façon, voilà. Et bon, t'as tout ce truc là, et puis t'as ce putain de discours final, quoi. Tu vois, je veux dire, ça
à ce moment en fait où c'est-à-dire que pour tous les moments où moi j'ai un problème avec la façon dont par exemple Reagan, enfin j'ai un problème, j'avais 10 ans à l'époque donc voilà aujourd'hui, mais quand tu réfléchis tu te dis la façon dont Reagan a instrumentalisé le personnage de Rambo politiquement parlant, c'était quelque chose d'assez malhonnête. Tu me diras c'est un politicien, mais le truc c'est que c'était malhonnête parce que le personnage n'était pas vraiment ça dans Rambo, c'est-à-dire que le personnage il est, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense des films, c'est plus ou moins le même perso en fait de Rambo 1 à Rambo 4 quoi. Mais comment dire, le film effectivement shift, le genre shift, c'est devenu plus un film d'action qu'un film de guerre, un film de survival et tout ça, et du coup en fait en gros on lui donne ce rôle là quoi, alors que fondamentalement quand tu regardes Rambo 2 c'est un film anti-administratif plus qu'un vrai film réganien quoi. Là à partir du moment où tu as un perso qui renvoie littéralement à Gorbatchev, tu vois, qui en fait si tu veux enfin il y a un flic pour sauver la reine quoi, c'est le début d'Y a un flic pour sauver la reine, c'est la même chose quoi fondamentalement. Ça nous plaît plus que Rocky 5. Et oui, voilà. C'est drôle. Alors il faut qu'on shift sur Rocky 5, c'est ça. En tout cas c'est le plus gros carton, c'est le plus gros carton de la saga aussi. Sur Rocky 4, je vous conseille de le voir aussi, en faire une petite comparaison VF-VO, parce que dans la VF ils ont rajouté des trucs anti-russes mais beaucoup plus vénères que dans la VO. C'est peut-être pour ça qu'on a tous envie de se battre quand on l'a vu jeune en sortant de la salle. Mais en même temps, après, c'était un peu une habitude de DVF de l'époque, 84, 85, 86, 87. Il y avait beaucoup de vannes racistes. Enfin, la France, c'est quand même un pays fondamentalement raciste. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Si. Et effectivement, quand tu regardes les VF de l'époque, j'en ai inventé plein récemment. C'est pour ça que rien que prendre n'importe quel film de Coluche sorti à l'époque, c'est infernal. Mais les VF vont dans ce sens-là, quoi. Et celle de Rocky 4, pour le coup, il y a vraiment des trucs inventés. Très bien. Voilà. Qui sont pas des traductions. Voilà. Et donc Rocky 5. Mais Rocky 5, alors c'est un film qui arrive dans la carrière. Explique-moi pourquoi c'est mieux que Rocky 4. Déjà, c'est un film qui retrouve, moi je trouve, alors même difficilement, timidement, avec beaucoup de soucis. Difficilement, c'est le mot. Les vraies racines de Rocky, c'est-à-dire que le seul problème, c'est que je pense que tout le principe de Rocky, c'est que quelque part, en fait, et je pense que c'est ce qui fonctionne pas pour la plupart des gens dans Rocky 5, ce qui me pose peut-être moins de problèmes que Rocky 4, mais c'est qu'en fait il faut que Stallone il y croit quand il fait ses films quelque part, si tu veux, il faut qu'il achète l'idée. Et déjà ce que j'aime moi beaucoup dans Rocky 5, c'est que justement tout le truc dont on parlait sur la notion du combat qui ouvre le film, c'est que t'as le combat de Rocky 4 en fait qui le montre comme un vainqueur absolu, etc. Et la scène suivante, littéralement la scène suivante, il est à poil sous la douche, il appelle Adriane, elle vient le voir et là le mec il est brisé par le combat. Et moi, en fait, qui suis donc un fan de Rocky, un fan de Stallone, le voir, en fait, d'un seul coup, accepter que sa plus grande victoire peut le détruire, en fait, si tu veux, c'est déjà, je trouve, quelque chose d'assez formidable. Et surtout, il la joue, cette scène, il l'incarne vraiment. Ouais. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, moi, je me rappelle quand je m'étais vu le film à l'époque, je m'étais dit, on sortait de Tango et Cash, on sortait de tous ces films-là et tout, quoi. Génial. Non, mais d'accord. Il y avait eu autre sécurité que j'aime bien, mais d'un seul coup, je me disais, putain, ouais, non, en fait, il a pas oublié de jouer, quoi. Il sait jouer, Stallone, quoi. Il sait jouer, quoi. C'est un truc, et il le fait, quoi. Et partir de cette idée que, en fait, sa plus grande victoire, en fait, peut amener à quelque part son plus grand échec parce qu'il va perdre son argent, il va retourner à la rue, il va retourner à Philadelphie parce que jusque-là il était en Californie, dans Rocky 4 ça se passe en Californie, etc. Bah, tout ça en fait si tu veux, alors je vais peut-être un peu loin parce que je suis pas sûr que Stallone l'ait fait comme ça quoi, mais c'est je trouve une belle logique de la gueule de bois des années 80 quoi, c'est-à-dire que en fait tout l'uber-capitalisme en fait des années 80 est résumé dans mais il se passe quoi après quoi, si tu veux. Mais c'est une belle et je termine et ça c'est le premier truc que j'aime beaucoup dans le film. Le deuxième truc que j'aime beaucoup dans le film, et encore une fois je trouve que le mec est assez balèze dramaturgiquement parlant, c'est que il a décidé de ramener littéralement Rocky à la rue, c'est-à-dire que vraiment c'est Rocky vient de la rue donc on le ramène à la rue. Alors c'est maladroit, c'est pas très bien fait, etc. Mais ça fonctionne et c'est pour ça que je comprends pourquoi il a voulu faire le combat final, par exemple, non pas sur le ring, mais dans la rue. My ring is outside, quoi. C'est ça sa phrase, quoi. En français, c'est mon ring, c'est la rue, quoi. Et il devient une espèce de mentor, il devient le Mickey, en fait, voilà. Ce qui est une ébauche de Rocky Balboa, enfin, c'est une ébauche de Creed, en fait. Déjà moi, je pense qu'il y a je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Stéphane, et ça est fondamentalement, évidemment, il y a plus de thématiques Rocky, entre guillemets, dans celui-là que dans Rocky 4. On est tous d'accord là-dessus, et quand on aime Rocky 4,
4, c'est évidemment plus avec le sourire narquois et voilà. Stallone, lui, mettait l'échec de Rocky V sur l'idée que tu disais, les gens ne supportaient pas l'idée de voir tout d'un coup l'icône surpuissante se ramasser la gueule. Moi, je sais ce qui m'a fait fuir immédiatement, et donc c'est important aussi narrativement, c'est le personnage du boxeur dont il va être l'entraîneur. Ouais. Et que pour moi, c'est un personnage véritablement problématique, et dans la façon dont il est écrit, et dans l'incarnation du mec. Là, on nous demande quelque part d'accepter quelque chose qui était pas évident par rapport au personnage de Rocky Balboa, et on ne nous autorise pas un transfert vers un autre entre guillemets underdog, même si tu vois, et que du coup on est vraiment moi j'étais dans une position de rejet systématique de ce personnage là. Du coup j'ai jamais pu accepter toute la démarche de Rocky dans ce film là, parce que je me dis pourquoi tu t'attaches à cette espèce de truc pas possible. Donc ça moi, je comprends je sais, je vais vous laisser finir là-dessus, hein, j'ai piscine les guys, donc je vous quitte avant d'avoir pu faire Rocky Balboa. Je suis vraiment désolé, d'autant que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais voilà, j'espère que vous parlerez aussi de Action Jackson. Allez, à une prochaine. Ciao. Au revoir Yannick. Le mec il sort tout seul. Il se sort tout seul. Allez, tu sors après avoir tapé sur Rocky. Le micro est accroché, sinon c'était un mic drop. Le truc en tout cas, c'est que pour répondre à Yannick qui ne peut plus répondre, donc du coup c'est parfait, tu vois. Le truc avec Rocky 5, moi je comprends parfaitement ce qu'il dit vis-à-vis du personnage, mais encore une fois pour moi c'est un catalyseur en fait de ce qui est censé, enfin ce que Rocky est censé traverser, quoi. C'est-à-dire qu'en fait il va mettre son cœur là-dedans, il va pas réussir à l'avoir, donc c'est quelque part c'est normal que tu t'attaches pas à ce perso dans l'absolu. Maintenant, tu t'attaches pas à ce perso pour t'attacher, moi je trouve, à sa relation avec son fils, quoi. C'est-à-dire que, en fait, en gros, ça c'est un des autres trucs que j'aime dans Rocky 5 on pourrait, enfin encore une fois, le problème de Rocky, c'est que en fait, si tu le vois comme des espèces de suites qui se suivent en elles-mêmes et que c'est en gros un passage obligé, que en fait il privilégie son fils donc il le fout dans le film. Si tu veux, oui, tu peux voir ça comme ça et te dire il fout Sage Stallone dans le rôle de son propre fils, alors c'est la première fois qu'il le joue alors que le fils existe dans tous les autres films, quoi, et qu'il est joué par un acteur. Un jeune acteur, quoi. Là, l'idée, si tu veux, c'est que tu crées une espèce de proximité qui est déjà évidente dans l'absolu, si tu le prends dramatiquement parlant, qui moi je trouve encore plus de résonance aujourd'hui puisque son fils est mort, quoi, il a disparu. Depuis, ouais. Voilà. Et l'autre truc, en fait, c'est que t'as cette notion, en fait, si tu veux, de legs. Alors certes très patriarcal dans la logique des choses, mais c'est les familles italiennes, c'est les familles de Méditerranée, c'est les familles du Sud, ça fonctionne comme ça. J'y suis issu de là, donc je comprends cette logique, quoi. Mais même si on peut la questionner vraiment, mais voilà, donc il y a cette espèce de legs familial, parce que c'est ça à la fin, en fait, ce que tu te rends compte, pour moi en fait, quand tu parles de Rocky, c'est que c'est une saga familiale, c'est-à-dire que c'est une saga familiale finalement, comme Le Parrain est une saga familiale, comme tous ces trucs, c'est hyper important, et c'est quelque chose qu'il a construit au fur et à mesure. C'est-à-dire pas forcément dès le premier film, parce que dans le premier film, en fait, il a construit sa propre famille. Il a pas de père, elle n'existe pas, il a un père de substitution. La femme qu'il a, personne ne la veut, mais lui, il la veut parce qu'il voit la beauté qu'elle a. Le beauf, il vient avec, mais en même temps, il l'aime, mais en même temps, il a un problème avec, si tu veux, parce que c'est un putain de beauf, quoi, tu vois, je veux dire, voilà. Et voilà, donc tout ça, ça arrive à un espèce de paroxysme avec Rocky V, où les mecs en plus sont obligés de vivre les uns sur les autres parce qu'ils vivent dans un tout petit trou perdu, quoi, de nouveau dans le quartier pourri de Philadelphie où il a grandi, quoi, où le personnage a grandi. Donc t'as tout ce truc en fait qui pour moi, j'achète. C'est-à-dire que en gros, je comprends que on sait que Stallone n'était pas à la rue à l'époque, donc c'est pas quelque chose qui est complètement incarné. On sait que tout ça pour le coup c'est très très il a projeté énormément, quoi. Mais donc c'est pas aussi clair que un Rocky 2, un Rocky 3, etc. Mais voilà, je trouve mon compte là-dedans. Je sais que le problème que Stallone avait avec le film, c'est le bide, et l'idée qu'il voulait surtout pas terminer sur cette note-là, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça devait être la fin de la saga, la première fois déjà, c'est-à-dire que ça se termine avec le générique, la chanson de Elton John un peu ringarde là, The Measure of a Man, tu vois, et le truc c'est que tu te dis ok, c'est censé être la fin, c'est-à-dire ça se termine sur les marches, encore une fois, il lègue le truc, il file les trucs à son fils, tu vois, les trucs de Rocky Marciano, il les file à son fils, comme Mickey lui les a filés. Voilà, donc c'est aussi la dernière apparition de Mickey, vraiment, c'est-à-dire que il y a un flashback avec lui parce que comme il est mort dans le 3, il réapparaît là, c'était la dernière apparition je crois de l'acteur Burgess Meredith. Donc voilà, il y a tous ces trucs en fait qui font que quand pour moi t'es un fan de Rocky, tu peux pas totalement rejeter le film en fait, si tu veux, même si je comprends que l'incarnation même en soi n'est pas aussi évidente en fait que en tout cas sur les 3 premiers films. Le 4 c'est aussi évident parce qu'encore une fois c'est sa vie à l'époque où il la vivait.
Mais bon, c'est tellement, tellement beauf en fait que. Il a voulu vraiment cliner sa réputation suite à ce film très vite, quoi, parce que, très vite, façon de parler, mais Rocky Balboa, c'est quoi, 2006. Oui. Il a commencé à le bosser en fin 90, quoi, en 98-99. Donc, il voulait déjà il commençait déjà à l'écrire, à vouloir le financer à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant, il était quand même pressé de vouloir. Il voulait cliner ça, mais c'est surtout en fait ce qui a fait en sorte que Rocky Balboa ne soit pas une péripétie de plus, si tu veux, c'est justement le laps de temps qu'il a mis pour pouvoir monter le film. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'interviews de Stallone. Alors, moi, je suis un fan de Stallone, donc je me suis tapé tous les films, y compris les films de merde qu'il a fait. Il a fait un truc avec Anthony Quinn, pas possible, dans les années 2000. Il a fait, je me suis tapé Driven, je me suis tapé tout, hein, tu vois. Je veux dire, tous ces trucs de merde. Et c'est un crève-cœur quelque part de voir un mec aussi talentueux se retrouver en fait complètement tricard à Hollywood pour plein de raisons, mais ça l'a nourri. C'est-à-dire que quand tu tapes Rocky Balboa, en fait, si tu veux, toute l'idée, encore une fois, il y a plein de mécanismes qui fonctionnent pas pour moi. C'est-à-dire que le personnage d'Antonio Carver, là, le comment il s'appelle, le boxeur qui est en face de lui, c'est un personnage qui est pas très intéressant, voilà. Mais tous ces trucs, toutes ces pertes, en fait, tous les trucs qu'il a perdus, pour le coup, ça a complètement nourri en fait ce qu'il avait raconté avec Rocky Balboa, pour moi, hein. Et ça a infusé tout ça, c'est-à-dire que sa relation avec son fils, je pense que, qui était déjà plus ou moins explicite, hein, dans Rocky 5, si tu veux, il la pousse jusqu'à terme. Oui. Toute l'idée de grandir dans l'ombre d'un personnage comme Rocky, si tu veux, qui est une vedette comme Sage a pu grandir dans l'ombre de Sylvester Stallone, quoi, de son père. Tous ces trucs, en fait, ça a nourri complètement le film. Une idée, moi, je trouve brillante, et qui change complètement le ton, la donne, et voilà, c'est d'avoir fait mourir dans l'intervalle Adrian, quoi, c'est-à-dire le point d'ancrage de Rocky, quoi, ce qui fait que c'est pas un animal, quoi, c'est pas juste un combattant, c'est un mec, voilà, et le fait que d'un seul coup, en fait, toute cette colère rentrée, toute cette haine qu'il a en fait vis-à-vis de la situation, le fait qu'il ait perdu sa femme, tout ça, etc., il a besoin de l'expulser sur le ring, de la même manière que Stallone a besoin, parce que c'est ce qui s'est passé aussi, c'est comme ça qu'il explique justement dans le même documentaire, dans Inferno, il explique en gros que sa femme, sa deuxième femme en fait, sa xème femme, je sais plus laquelle c'est, mais Jennifer Flanning, je sais pas combien il en a eu, tu vois, mais c'est la dernière en fait, celle avec qui il a eu trois gamines. Il voulait montrer à ces gamines, c'est ce qui a motivé aussi l'idée de Rocky Balboa, c'est qu'il voulait montrer à ces gamines qui il a été. Oui. C'est-à-dire parce que pour ces gamines qui sont nées dans les années 90, elles savaient pas que leur père était une superstar en fait, et il voulait leur montrer ça. Donc en fait, t'as encore une espèce de logique d'ego, mais catalysé à travers le film, en fait, si tu veux, qui montrait que voilà, j'ai encore quelque chose dans le ventre et je veux impérativement le démontrer. Et le film, il le démontre, je trouve, émotionnellement, de façon hyper intense. Pour moi, c'est mon préféré. Il est à égalité avec le premier Rocky, quoi. Il fallait y arriver quand même, hein, parce que c'est quand t'as un film que t'as depuis 30 ans, quelque part dans ta vie, 20 ans, tu vois, pour moi, en l'occurrence à l'époque, de voir une suite en fait qui arrive 30 ans après, te dire putain, je veux dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter, il a 60 ans, putain, il va monter sur le ring, et c'est pas possible, tu vois. Et le mec, il te démontre tout ce que tu craignais. Oui. Il sait que tout le monde craignait ça, et il le saisit, et il le sublime. Et il le sublime à un point où on parlait de miracle quand on disait voilà la façon dont certains trucs se sont mis en place dans le premier Rocky, mais là aussi en fait il y a des miracles, c'est-à-dire que par exemple la scène finale, le combat final, ils avaient tellement pas d'argent, parce que c'est aussi un film qui s'est fait avec beaucoup moins d'argent, qu'ils ont dû le tourner ça en fait à Las Vegas entre deux combats de boxe, si tu veux. C'était diffusé sur une chaîne de pay-per-view en fait, si tu pouvais voir le match en train d'être tourné en fait. Voilà, le tournage. Et le truc qui s'est passé, c'est que d'un seul coup en fait, quand il est sorti, qu'il a fini sa scène, qu'ils ont tourné vraiment à l'arrache comme ça, il est, il est sorti, en fait, d'un seul coup, tout le public a commencé à se lever, à scander, en fait, Rocky, Rocky, Rocky. Et en fait, c'est un truc qu'il a capté. Et toute cette sortie de scène, en fait, que tu vois à la fin du film, c'est un truc qui est totalement véridique, qui s'adresse à Stallone et à Rocky. Et qu'il a intégré dans le film, et qui était pour moi la meilleure sortie que tu pouvais faire du personnage. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'il accepte de revenir avec Creed quelque part. C'est une bonne double fin, parce que t'as ça plus la scène sur la tombe de Adrian, qui revient à la fin du premier, limite. Il a aussi un peu fait ça dans Rambo, en faisant revenir à la fin du 4, revenir au début du 1, enfin d'une certaine façon, parce qu'il retourne voir son père. Enfin voilà, je trouve que c'est une super façon qu'il a eu de reboucler la boucle en oubliant un peu les quelques saloperies qui ont été faites entre temps. Et d'ailleurs, il reboucle aussi complètement la boucle d'un point de vue narratif, parce qu'en fait Rocky Balboa c'est une relecture du premier en fait, avec en fait entre-temps tout ce qui a changé à la fois pour le personnage de Rocky mais aussi pour Stallone lui-même, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment se poser la question de je suis Stallone en 2005-2006,
qu'est-ce que ça serait si je rejouais ce que j'ai joué au début de ma carrière. Et le film raconte ça, raconte assez bien. Enfin, moi j'ai juste une réserve par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté saga familiale et la comparaison avec le Parrain. C'est que c'est quand même beaucoup plus auto-centré. C'est-à-dire que dans le Parrain, c'est aussi une saga familiale racontée du point de vue de Michael Corleone et les personnages existent autour, etc. Sauf que là, ça rejoint même un truc que tu disais au début de l'émission, Stéphane, c'est que les personnages sont, peut-être le mot est trop fort, mais des faire-valoir pour faire avancer le personnage de Rocky. Et du coup, et ça se voit aussi dans la manière, notamment comment son fils parfois va avoir un rôle important dans le film ou parfois va être complètement anecdotique. On est vraiment dans la psyché de Rocky et dans son rapport à son entourage. Il n'est pas anecdotique dans Rocky Balboa, son fils. Non, justement. C'est un cas dans Rocky Balboa et je trouve que c'est très réussi. Et d'ailleurs, je trouve même le casting, j'oublie son nom, mais c'est Milo Ventimiglia. Il a la même bouche qui tombe sur le côté. Enfin, c'est fou. Il est incroyable c'est vraiment le fils de Rocky, il est parfait. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que en fonction de ce qui va l'arranger narrativement ou de ce qui va l'intéresser plus ou moins à un moment. Voilà, c'est quand même la saga raconte quand même la vie de ce personnage et pas la vie de la famille Rocky. Il y a clairement un côté patriarcal en fait qui est appuyé. C'est-à-dire qu'encore une fois, la façon dont il va parler à son fils, si tu veux, toi t'es du point de vue de Rocky, donc quelque part t'adoptes le truc et tu lui donnes raison. Mais si tu inverses simplement la logique, en fait, tu te dis mais il est Enfin, c'est terrible d'avoir une ombre si énorme en fait autour de, c'est-à-dire qu'en fait il lui demande d'exister tout en lui disant mais de toute façon en fait je vais faire ce que je veux faire moi, ce en quoi quelque part tu peux pas ne pas lui donner raison dans le cadre du film, vu tout ce qu'il traverse, c'est tout le film est écrit pour aller dans cet angle-là, mais tu te dis il a quand même cette approche patriarcale comment dire, enfin c'est une ombre énorme au-dessus de son truc, et il a je pense cette logique-là, et le truc en fait c'est le problème que Stallone de toute façon a dans sa carrière de toute manière générale, c'est que c'est une personnalité extrêmement individualiste, et qui a toujours, enfin il a jamais tourné avec un grand réalisateur, c'est-à-dire il a jamais tourné avec un Scorsese, un Coppola, des mecs comme ça, alors qu'il aurait pu avoir ce crédit-là quelque part. Il a tourné avec Woody Allen, mais pour une toute petite scène. Voilà, mais il a jamais tourné avec ces mecs-là parce que tout simplement, en fait, il s'est servi lui-même. C'est-à-dire, il a drivé ses films. C'est ce qu'il a appris. C'est ce que Rocky, le premier film, lui a appris en fait de bout en bout. C'est-à-dire de croire en lui-même et de ne croire qu'en son bon jugement. Alors, on sait qu'il va piocher des idées à droite à gauche, qu'il écoute les gens, etc. Mais en fait, tout ça, c'est à travers son filtre. Donc oui, je pense que ça. Encore une fois, si tu fais le miroir entre la vie de Stallone et la vie de Rocky, c'est cohérent que ça serve que le personnage finalement. Mais quand je parle de saga familiale, c'est que justement en fait les deux s'entremêlent, que l'idée si tu veux c'est que Sage je pense ne voulait pas jouer le rôle de Rocky Junior dans Rocky Balboa, et donc du coup ça a aussi drivé je pense beaucoup de choses si tu veux à ce moment-là. Enfin je pense que tout ça c'est des trucs et en plus on peut plus vraiment lui en parler à Stallone de ce truc-là, parce que même aujourd'hui si tu lui posais la question, vu qu'il veut pas parler de la mort de son fils, vu qu'il veut pas parler de tous ces problématiques-là en fait, et qu'ils vont même pas en parler dans les Creed, tu vois, il l'aborde même pas vraiment de manière frontale comme il l'a toujours fait jusque-là. Bah c'est comment dire, alors que ça aurait été pour moi un moteur narratif énorme en fait, si tu veux, pour les Creed quoi, la mort de Rocky Junior quoi. Voilà, je pense qu'il vit dans ce fantasme-là où on voit à la fin de Creed 2 pardon, on voit ce moment où il retrouve son fils comme si c'était un espèce de rêve éveillé, tu vois, très rapide, et comme ça, voilà, quelque part son fils de cinéma il est vivant alors que son vrai fils est mort quoi, tu vois. Et le truc c'est que ça se comprend hein, quelque part, ça se comprend, mais ce que je veux dire c'est que jusque-là, pour moi c'était ça l'idée. Quand je parle de saga familiale, c'est la façon dont ça fait un effet miroir, ça s'entremêle dans les deux cas quoi. Non, rien, juste peut-être un petit point Carl Weathers fait chier. C'est vrai, sur celui-là, il a fait chier. Celui-là est vraiment super, il a super fait chier, parce qu'il voulait un rôle, alors qu'il est mort dans l'histoire, donc c'est un petit problème quand même. Et comme Stallone n'a pas réussi à lui trouver une petite pirouette pour lui trouver un rôle, il a refusé, donc on utilise toutes les images dans lesquelles il demandait $25,000. Ouais. Ce que Stallone n'avait pas à l'époque, parce que en fait, toutes les images d'archives, parce qu'il réutilisait, c'était surtout, il voulait le réutiliser dans le combat final, comme ça, c'est un des trucs aussi qu'il a souvent fait, au fait, dans les Rocky, il l'a fait dans Rocky 5, et tout ça, etc. C'est que tous les combats précédents, quand il est en plein trauma sur le ring et qu'il est en train de se faire éclater la tronche, en fait, reviennent, les combats se mélangent, en fait, et tous les coups qu'il a reçus dans la gueule, voilà. Donc il devait
Il y en a un, mais c'est une doublure visiblement. Ah ouais. Et il devait le récupérer, tu vois, l'avoir là-dedans. Et en fait, Carl Weathers a dit tu veux ça, c'est $25,000 pour mon image. Et bon, Stallone a fait ok, super. Donc il l'a pas pu l'utiliser parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était un budget hyper tight. Rocky, c'était 22-23 millions de dollars, Rocky Balboa. Ce qui est peu pour l'époque, pour 2006, qui était assez peu. Bon, très bien, je pense qu'on a fait un joli tour de cette saga. Et quelque chose à rajouter, messieurs ? Non, on est bien. Et très bien. Et on va dire que notre temps est écoulé. Merci à tous les trois et évidemment à Yannick Dahan qui entre-temps est parti se livrer à d'autres occupations, peut-être un peu d'entraînement de boxe, on ne sait pas, on lui demandera. Merci beaucoup à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.